Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la réaction immunitaire adaptative qui est le prolongement de l'immunité innée. Immunité innée, c'était la première réaction immunitaire, et bien la réaction immunitaire adaptative va être la deuxième. En effet, pour certaines infections, par exemple les virus, ou alors quand l'infection se propage à l'ensemble de l'organisme, eh bien la réaction immunitaire innée ne suffit pas. Et du coup, elle va lancer via les cellules présentatrices de l'antigène la seconde réaction immunitaire, celle qu'on appelle adaptative parce qu'elle va être adaptée à l'agent infectieux qui est entré dans l'organisme et uniquement à lui. Donc elle va être spécialisée contre cet agent infectieux. Cette seconde réaction immunitaire va faire intervenir d'autres molécules et d'autres cellules du système immunitaire et elle va pouvoir, au niveau de tout l'organisme, éliminer l'agent infectieux. Donc on se demande quels sont les acteurs de l'immunité adaptative et comment est-ce qu'ils vont agir. On va voir que les acteurs, il y en a deux types. D'un côté des molécules, qu'on va appeler les anticorps, et de l'autre des cellules, les lymphocytes. On va commencer par parler des molécules de l'immunité adaptative, donc des anticorps, et puis dans une autre vidéo, on verra les cellules, les lymphocytes. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps? Eh bien en fait, chaque agent pathogène, donc ici on en représente un violet, là un autre différent d'une autre espèce bleue, chaque agent pathogène va avoir à sa surface des molécules, les petits carrés verts ou les petits carrés arrondis verts, qui lui sont propres, donc cette espèce-là aura des carrés, cette espèce-là aura une autre forme de molécules, et ces molécules ne sont jamais produites par notre organisme, donc on va les reconnaître comme étrangères, et on les appelle ces molécules des antigènes. Eh bien, le rôle des anticorps, ça va être de s'accrocher à ces antigènes. Alors, vous avez ici un schéma, un document qui le montre. On présente une solution d'antigènes, donc on voit que les antigènes se répartissent dans toute l'image, et ici on a ajouté des anticorps, on voit que les antigènes ne se retrouvent plus qu'au centre de l'image, ils sont agglutinés tous ensemble, en fait ils sont agglutinés grâce aux molécules d'anticorps. Donc le rôle des anticorps, c'est de former des complexes immuns, c'est-à-dire de se fixer aux antigènes pour agglutiner ensemble les agents pathogènes. On peut schématiser la manière dont se forme un complexe immun. On commence par avoir un anticorps qui va venir se fixer sur une bactérie, et puis les anticorps peuvent fixer deux bactéries, donc on a ainsi deux bactéries qui sont agglutinées ensemble, et puis si un autre anticorps vient s'accrocher à la deuxième bactérie, eh bien à son tour il peut en agglutiner une troisième, etc. Donc un complexe immun, quand on veut le schématiser, alors là on en a un à 4 agents infectieux, mais ça c'est aussi un complexe immun, on peut le schématiser de cette manière. La formation de ces complexes humains, elle va participer de deux manières à lutter contre les bactéries. Donc, la première manière, je peux la montrer avec le cas de la grippe. Voici le virus de la grippe. Il porte à sa surface des antigènes, ces molécules oranges, qu'on appelle des hémagglutinines. Et vous voyez ici que les anticorps se sont fixés à ces antigènes. En quoi la fixation de ces anticorps va-t-elle neutraliser le virus? Eh bien, la réponse est donnée ici dans le commentaire du document. En fait, l'hémagglutinine, c'est une molécule qui sert au virus à s'accrocher sur la cellule qu'il veut infecter. Et pour infecter une cellule, il a forcément besoin d'avoir ces hémagglutinines libres, le virus, pour aller s'accrocher à la membrane de la cellule. Donc si un virus a toutes ces hémagglutinines entre guillemets occupé par des anticorps, eh bien il ne peut plus aller infecter des cellules, donc il est en gros neutralisé, le virus ne peut plus aller contaminer d'autres cellules. Le deuxième rôle des anticorps, la deuxième manière dont ils vont neutraliser les agents infectieux, elle est illustrée par cette image. On voit que sur les cellules comme les granulocytes ou les macrophages, qui sont des cellules phagocytaires, eh bien il y a des petits récepteurs, et ce sont des récepteurs qui se fixent sur la partie constante des anticorps. Elle est là, la partie constante des anticorps. Donc en fait, les cellules phagocytaires sont capables de reconnaître les anticorps quand ils sont fixés, notamment à des agents infectieux. Et une cellule phagocytaire va alors pouvoir phagocyter le complexe immun. On peut le représenter avec ce schéma. Donc une fois qu'un complexe immun a été formé, on va avoir les cellules phagocytaires qui peuvent entrer en action. Les cellules phagocytaires ont à leur surface des
récepteurs membranaires de la partie constante des anticorps, et grâce à ces récepteurs, elles vont fixer le complexe immun, et puis ensuite elles vont le phagocyter. Donc, on a ici le deuxième rôle des anticorps. Le premier, c'était de neutraliser le virus de la grippe, le deuxième, c'est de phagocyter les complexes immuns quand ils se forment. Il y a quelque chose de particulier, c'est que les anticorps sont spécifiques, je l'ai noté ici, des antigènes. C'est-à-dire que si l'antigène est carré sur un schéma, eh bien on fait l'anticorps de forme complémentaire. Cette spécificité, elle va être très importante. Elle fait que la réponse immunitaire adaptative est uniquement dirigée contre un antigène. Elle est adaptée à un antigène. Et ça, on va essayer de comprendre comment. Comment les anticorps peuvent être spécifiques d'un antigène. Alors pour ça, il faut qu'on comprenne la forme des anticorps. On l'a un petit peu vu avec mes schémas. Les anticorps, c'est des molécules protéiques. Donc là, vous avez la structure en 3 dimensions d'un anticorps représenté avec le logiciel Rastop. Ces protéines, elles sont constituées de 4 chaînes. On les voit avec les différentes couleurs, donc bleu ciel, jaune, vert et puis bleu foncé. Donc 4 chaînes d'acides aminés qui sont reliées entre elles. Il y a 2 chaînes courtes et 2 chaînes longues. Donc les 2 longues, j'ai perdu ma souris, voilà. Les 2 longues, c'est la bleu ciel et la bleu foncé. On les appelle chaînes lourdes. Et puis, il y a 2 chaînes courtes qui sont les chaînes légères. L'ensemble a une forme de Y. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on appelle des fois les anticorps avec un autre nom, on les appelle immunoglobulines. Alors, autre chose qu'il faut connaître, c'est que les derniers acides aminés ici, des chaînes courtes et des chaînes longues, des chaînes légères et des chaînes lourdes, donc c'est la partie qui a été hachurée sur le schéma, eh bien elles sont variables. C'est à noter ici. Variables, ça veut dire qu'elles sont différentes d'un anticorps à l'autre. Et c'est ça qui va permettre que chaque anticorps soit spécifique d'un antigène. Je vais vous l'illustrer avec une autre vue de Rastop. Donc là, on voit l'antigène qui est en rouge et on voit un bout du Y, donc une branche du Y seulement, l'extrémité d'une chaîne légère et d'une chaîne lourde. Donc là, c'est écrit, les abréviations sont pour l'anglais. Et donc, on voit en fait, avec la représentation en sphère des atomes, qu'il y a une parfaite complémentarité des formes entre le bout de l'extrémité de l'anticorps et l'extrémité de l'antigène. Donc en fait, la spécificité, elle se traduit par une forme en 3 dimensions très particulière qui va être complémentaire à la forme de l'antigène. C'est pour ça qu'en schéma, on pouvait utiliser des petits cubes pour les antigènes et des formes qui pouvaient être complémentaires à ces petits cubes. Le reste de la molécule d'anticorps est identique d'un anticorps à l'autre. Donc l'autre extrémité des chaînes légères et des chaînes lourdes va être strictement le même d'un anticorps à l'autre. On va parler de partie constante, et la partie constante, c'est celle qui se fixe aux cellules phagocytaires. Donc on peut, avec ce schéma, illustrer le fait que les anticorps, ils ont une spécificité, et ils vont aussi permettre la phagocytose. Donc j'ai représenté une cellule phagocytaire avec son noyau et puis ici ces petites vésicules qui contiennent des enzymes digestives. Elle a à sa surface des récepteurs membranaires de la partie constante des anticorps. Donc elle va pouvoir, grâce à ces petits récepteurs bleus, accrocher, se lier à n'importe quel anticorps. Donc que ça soit celui-ci là qui a son extrémité variable en forme de carré, on va dire, et puis l'autre avec une extrémité variable plutôt arrondie. Donc elle peut accrocher aussi bien l'un que l'autre. Et par contre, cet anticorps-là, que j'ai appelé anticorps spécifique numéro 1 dans ma légende, il ne peut se lier que à la bactérie 1. Tandis que l'autre, l'anticorps spécifique 2, ne peut se lier que à la bactérie 2. Donc on a bien une spécificité des anticorps par leur partie variable, ils sont spécifiques à un antigène, mais aussi une partie constante qui fait qu'ils vont favoriser la phagocytose. La dernière question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est comment ces anticorps sont-ils produits? Alors ce schéma nous montre l'importance relative du virus dans le sérum, donc dans le sang en violet, l'importance des symptômes de la réaction inflammatoire et en bleu la concentration en anticorps dans le sérum. On voit que les anticorps, eh bien, ils n'apparaissent dans le sérum que
4 jours après l'infection. Avant cela, la réaction inflammatoire, qu'on peut voir avec la courbe verte, s'est très rapidement mise en place, mais elle n'a pas eu d'effet sur la concentration en virus dans le sérum. On voit que la concentration en virus a peut-être été maintenue, limitée, son augmentation limitée par la réaction inflammatoire, mais elle n'a jamais diminué. Ce qui va faire diminuer la concentration en virus, eh bien, c'est l'apparition des anticorps. Dès qu'ils apparaissent, la quantité de virus diminue. Alors, qui va fabriquer au bout de 4 jours ces anticorps? Eh bien, ce sont des cellules qu'on appelle des plasmocytes. Donc, ce document vous présente 2 cellules. Là, vous avez un plasmocyte. Les plasmocytes, on voit, ils sont très riches en réticulum et en appareil de Golgi. Ça, c'est des caractéristiques de cellules spécialisées dans la fabrication de protéines. Et en fait, les plasmocytes, ils dérivent de ces cellules-là, qui sont des lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, à un moment, vont se transformer en plasmocytes, et une fois qu'ils sont transformés en plasmocytes, ils se mettent à fabriquer des anticorps. Alors, ces lymphocytes B, on les appelle B parce que ils finissent leur maturation dans la moelle osseuse. Et donc B, c'est pour bone, en anglais, les os. C'est pour ça qu'on les appelle lymphocytes B. Alors, comment se fait la différenciation d'un lymphocyte B en un plasmocyte? On va prendre ce petit schéma pour l'expliquer. Les lymphocytes B, en fait, ils ont la particularité, on le voit ici, de porter à leur surface, eh bien, des anticorps. On reconnaît bien la forme en Y des anticorps. Et ces anticorps, ils permettent de reconnaître un antigène, donc ici le petit rond rouge du virus de la grippe par exemple, et de se lier à cet antigène. Donc ces anticorps, ils ne sont pas libres dans le sang, ils sont accrochés aux lymphocytes B, on les appelle donc des anticorps membranaires. Et en fait, dans notre organisme, il existe énormément de lymphocytes B différents. Ce qui les différenciera, c'est le type d'anticorps qu'ils portent. Certains vont être capables de reconnaître le virus de la grippe, mais d'autres reconnaîtront d'autres antigènes. Donc, on a une multitude de lymphocytes B, chacun spécifique d'un antigène différent. Lorsque un lymphocyte B va rencontrer, entre guillemets, son antigène, eh bien, il va s'y lier, et ça va l'activer. Et cette activation, elle se traduit par une prolifération. Le lymphocyte B se divise et fabrique un clone de lui-même. Et une fois qu'il a fait cette étape de division, eh bien, il y a une étape de différenciation. Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes, qui sont les cellules sécrétrices, et les plasmocytes vont se mettre à libérer dans le sang des anticorps qui sont libres, et qui sont exactement les mêmes que celui qui était membranaire, et ces anticorps libres vont pouvoir circuler dans le sang, dans tout l'organisme, et vont pouvoir se lier au virus, l'agréger, faire des complexes immuns, et ces complexes immuns, une fois qu'ils ont neutralisé le virus, ils seront phagocytés. Donc on va avoir, grâce à la fabrication des anticorps, une action adaptée contre l'antigène, contre du coup un agent infectieux spécifique. Dès que les anticorps sont libérés dans le sang, on va dire que la personne elle est séropositive. Séro pour sérum, positif pour présence. Donc dès que les anticorps sont présents dans le sang, on dit que la personne est séropositive pour les anticorps dirigés contre un agent pathogène. Et on va passer sur une deuxième vidéo pour comprendre la suite de la réaction immunitaire adaptative.